RMC Running. Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Avec le maître Yodu, Johan Durand, la star de Bergerac qui est là. Salut Yodu. Salut à tous, salut Benoît, ça va ? Ça va, je suis ravi de te retrouver et je suis ravi de voir la puissance d'RMC Running sur les réseaux sociaux, sur Instagram, le compte RMC Running, le club RMC Running sur Strava. Et chers RMC Runners, chers suiveurs, vous n'allez pas être déçus aujourd'hui parce que n'ayons pas peur des mots. C'est un épisode exceptionnel qui vous attend. On reçoit la légende de la course en montagne, Kilian Jornet, à l'occasion de la sortie de son livre « Alpes, au-delà des limites », récit de ce défi fou qui a été réalisé en août 2024. Même Johan est bluffé, c'est vous dire. Voilà, Kilian a gravi les 82 sommets alpins de plus de 4000 mètres en seulement 19 jours. On va débriefer à froid cet exploit majuscule, la préparation, l'enchaînement, les dangers, la peur, la fatigue, récit passionnant à n'en pas douter. On parlera également de la philosophie de Kilian et de l'avenir de Kilian Jornet dans les courses et les aventures. Enfilez vos baskets, attachez vos lacets. Entretien avec le GOAT aujourd'hui. RMC Running. Et on est ravis de le retrouver, Kilian Jornet, en direct de sa Norvège. Salut Kilian. Salut à tous, comment ça va ? Ça va et toi, t'es en forme ? Oui, ça va tranquille. Là, je m'entraîne pas beaucoup, mais juste pour m'entretenir. Donc la forme, elle est pas au top, mais bon, une bonne base, je dirais. Nous, on est inquiets, on voit 0 km sur Strava. Qu'est-ce qui se passe alors ? Il faut savoir se reposer aussi. Ah ouais, certainement. Ouais, non, et surtout là, avec retour des US, avec les enfants et tout, pas beaucoup de temps de mettre... temps de s'entraîner, oui, mais pas de mettre des trucs sur les réseaux. Ah, les enfants, c'est plus dur que les sommets, hein, Kilian, on le sait. Ah oui, carrément, je pense... en fait, ma moyenne d'heures de sommeil aux US... C'est la même. C'était la même qu'à la maison. Donc, Émilie, ma femme, elle disait, mais en fait, t'as fait des belles vacances, quoi. Bah ouais. Ah oui, c'était les vacances. Ça, exactement. On le précise, hein, tu te remets d'un autre incroyable défi et tous les passionnés de trail et d'aventure ont suivi ça. Tu as gravi les 72 sommets de plus de 4200 mètres aux États-Unis. Défi que tu as réalisé en un mois. Moralement, physiquement, tout ça, tu vas bien, t'es frais, t'as récupéré. Combien de temps on met à se remettre d'un tel défi d'ailleurs, Kilian ? En fait, ce qui était super intéressant dans ces projets, c'était que au début, j'étais vraiment mal la première semaine. J'y arrivais pas. Je pense, le jet lag, plus l'altitude, plus la sécheresse de l'air, plus l'effort. La première journée, c'était déjà une journée de 21 heures. Et là, j'étais vraiment pas bien les premiers jours. Et après, le corps, il commençait à aller mieux. Et quand j'ai fini la dernière semaine, j'ai dit, mais en fait, je peux continuer à ces rythmes-là pendant un mois de plus. C'est pas un problème. Donc oui, la remise, c'était... En fait, le problème, c'était revenir à faire moins d'activité que 18 heures par jour. Parce que le corps, en fait, il s'enflammait parce qu'il était habitué à faire plus de ce que j'ai fait normalement, quoi. Bon, il vous en parle tranquillement, mais moi, je vous donne quelques chiffres pour que vous puissiez vous en rendre compte. Hein. C'est donc 5145 km, 123 000 mètres de dénivelé positif en 31 jours. Voilà. Ça vous dit un peu la hauteur du défi réalisé par Kilian aux États-Unis il y a quelques semaines. Kilian, vous le connaissez forcément, c'est la légende ultime de la course en montagne. On l'a dit, on t'avait reçu pendant 2 heures, on avait présenté ton profil. Tous ceux que ça intéresse, vous pouvez retrouver l'épisode. Mais Kilian, tu nous accordes cette interview dans le cadre de ton livre sur les Alpes, au-delà des limites, cet autre défi fou que tu as réalisé en 2024. Avant de démarrer d'ailleurs sur le récit, pourquoi tu as pris le temps comme ça de sortir cet ouvrage ? Est-ce qu'il te fallait un peu de temps pour digérer tout ça, mettre en forme justement ce livre et ensuite le proposer ? Il faut digérer une aventure avant de la raconter ? Comment ça se passe ? Oui, on vit dans un monde qui est basé sur la média, en fait, tu fais des choses, tu les publies maintenant, elles s'oublient à l'instant. Ouais. Et pour moi, aller en montagne ou la vie même, en fait, c'est pas l'instant présent, il faut le vivre. Mais après, pour raconter les choses, pour moi, il faut les digérer, il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé, interpréter. Parce que des choses qu'on voit au moment, en fait, parfois on les interprète différemment, ou parfois il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on a vécu, à ce qui nous apporte des choses positives ou négatives. Donc, il faut du temps pour digérer. Donc, même si aujourd'hui tout se passe sur les réseaux, c'est
c'est court, c'est immédiat, c'est volatile. Pour moi, écrire, c'est encore le moyen pour raconter des histoires, pour raconter ce qui se passe. Moi, j'aime lire, j'aime pas forcément beaucoup les réseaux, au-delà de suivre les potes. Mais en fait, si je vais savoir des choses, c'est pas dans un tweet ou dans un post que je vais approfondir sur un thème. Donc, la lecture, pour moi, ça reste un endroit où on peut poser des pensées, poser des idées et lui raconter. Et puis, dans les Alpes aussi, c'est des paysages qui sont spectaculaires. Ouais. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des photographes qui me suivaient pendant l'aventure. Donc, montrer aussi ce que j'ai vu avec mes yeux dans ces livres, un peu un mix entre texte et des images. Et pour le résumer, moi je dirais que c'est un documentaire écrit, en fait. C'est à la fois du texte et de la photo, c'est magnifique, c'est très bien illustré. Il y a des photos qui sont à couper le souffle, franchement. En plus, tu racontes juste avant le moment où cette photo a été prise, par exemple. Il y a aussi des émotions qui sont transmises par ces photos. On voit les moments difficiles, les moments de doute, les moments de réconfort avec les repas que tu peux partager parfois. On voit tes pieds aussi, ça fait peur parfois. Ils sont pas toujours en bon état. Ouais, ça c'est sûr. Ils sont pas beaux, c'est pas un modèle de pied, non. Exactement. On l'avait reçu, Johan, il y a 2 ans, Kylian, on était déjà impressionnés. Là, il sort de 2 aventures complètement folles. T'es subjugué encore par ce que tu vois, ce que tu lis de Kylian Jornet ? Ouais, bah comme toujours, hein, c'est vrai que c'est... Alors encore plus moi, tu vois, moi je viens d'un milieu, je viens du marathon, et donc moi ces gens-là, ces aventuriers, c'est des gens que tu regardes et que tu t'admires parce que je sais que j'en suis incapable. Et effectivement, le voir dans des conditions extrêmes par moment, à faire tous ces sommets, à redescendre, à remonter, à aimer la montagne comme il le fait, c'est magnifique parce que moi je sais que quand je vais à Font-Romeu et que je m'entraîne sur Font-Romeu qui connaît bien, bah, quand je suis en haut du roc de la Calme, je suis bien, tu vois, je sens ce sentiment d'apaisement et tout, mais par contre je suis incapable de me dire vas-y, monte à un sommet un peu plus haut, va voir ce qui s'y passe et tout, parce que c'est pas une peur, mais tu vois, j'ose pas, tu vois, alors que, et du coup, bah, tu voyages grâce à travers des gens comme Kylian qui eux le font et le matérialisent de façon fabuleuse par un récit et par un parcours, et puis c'est dingue la façon dont il enchaîne tout ça, ouais. Kylian, moi j'arrive même plus à te voir comme un ultra trailer. En fait, je te vois complètement comme un aventurier aujourd'hui. J'arrive plus à t'identifier à travers tes victoires, tes records d'ascension, tes victoires à l'UTMB ou un peu partout dans le monde. Comment tu te définis, toi ? C'est dur comme question, mais comment tu te vois aujourd'hui ? En fait, je pense que ça, on essaye toujours de chercher, de créer, de mettre des étiquettes, et c'est naturel. Je pense que soi-même, on cherche, tu vois, t'es un journaliste, t'es tel. Et moi, tu vois, on est des êtres humains, on est des hommes, des femmes. Et voilà, c'est ça. Hein. Après, on fait des choses, tu vois. J'ai un ami qui disait, en parlant sur l'alpinisme, hein, il disait on n'est pas des alpinistes. Il y a des journées qu'on fait de l'alpinisme. Mais on n'est pas une chose par définition. Je dirais, il y a des jours que je cours, il y a des jours que je skie, il y a des jours que je vais faire explorer, il y a des jours que je joue avec mes gamins, il y a des jours que je bosse. Exact, mais ça me fait... Faire un peu de vélo, ça ne me fait pas un cycliste. Faire de la course à pied, ça ne me fait pas un athlète. Il y a des jours que je suis un athlète, il y a des jours que je suis une autre chose. Donc, finalement, je pense que je suis un homme qui aime la montagne et qui aime explorer. Et voilà, après, le reste, c'est juste des outils pour faire ça. Allons-y sur ce défi fou. Alors, Kylian, en août 2024, je l'ai dit, gravir les 82 sommets de plus de 4000 mètres d'altitude dans les Alpes. 82 sommets, 4000 mètres, 1207 km, 75 344 mètres de dénivelé positif en 19 jours. Un parcours découpé en 16 étapes. Ça fait 17 heures et 75 km de moyenne. Hein. C'est pour vous dire la perf hallucinante. Tout ça en mobilité propre. Hein. Je précise, c'est soit en
courant, soit en escaladant, soit à vélo, tu l'as dit, dans les fonds de vallée pour rejoindre comme ça les différentes montagnes. Tu as traversé 3 pays, l'Italie, la Suisse et la France. Tu l'avais déjà fait dans les Pyrénées chez toi. Les Alpes, c'était autre chose, un autre endroit particulier pour toi depuis que tu es jeune. C'était un rêve fou comme ça de traverser les Alpes du sommet le plus oriental comme ça jusqu'à la France et le Mont Blanc que tu connais très bien. Oui, en fait, c'était pas une idée qui est venue il y a longtemps, mais en fait, quand j'habitais à Chamonix, dans les Alpes, j'ai habité ici pendant une dizaine d'années, et ces derniers, toutes ces chaînes montagneuses, j'avais envie de faire des projets, et j'ai fait pas mal de traversées, mais j'imaginais pas faire une traversée si longue. J'imaginais de faire une traversée sur la couronne impériale au Valais ou des enchaînements massifs du Mont Blanc. Et après avoir fait les Pyrénées, ça m'a donné une ouverture à dire, ouais, c'est peut-être possible d'enchaîner toutes ces idées d'enchaînement que j'avais. Donc voilà la découverte de cette possibilité et construire cette ligne d'enchaînement de tout le sommet. Et après, dans les Alpes, en fait, la particularité, c'est que les conditions, elles sont changeantes dans les massifs. Ah oui. Pas par rapport à la météo, mais on a par exemple le Valais en Suisse, que c'est une chaîne que pour aller vite, c'est mieux d'y aller à fin saison quand c'est sec, parce qu'il y a pas de corniche, il y a moins de risques à ce niveau-là. Et au Mont Blanc, c'est le contraire avec les réchauffements, on a beaucoup de problèmes d'instabilité des rochers quand c'est sec, donc c'est mieux d'y aller plus tôt quand il y a de la neige. Donc essayer de faire un long enchaînement comme ça, rapide, ça pose beaucoup de questions par rapport à comment aborder ces conditions. Et ça, c'était un peu l'incognite et pour moi le questionnement dans ces projets. Le point commun entre toi et Johan, c'est que récemment, vous avez porté un holter cardiaque. Bon, toi, c'était pour ton défi, et lui, c'était pour surveiller justement ces données de marathoniens de très haut niveau. Je plaisante là-dessus, mais tu as eu un suivi médical très poussé, et ça t'a aidé à comprendre. On sait à quel point tu es obsédé par tes données. C'était passionnant, tu nous l'avais raconté il y a quelques mois, en disant que depuis tout petit, tu avais un tableau, un fichier Excel d'ailleurs, où tu rentrais toutes tes données. Est-ce qu'il est encore alimenté d'ailleurs, ce fichier Excel? Est-ce que tu as toujours le même, Kylian, ou ça y est, tu as changé de page? Non, en fait, j'ai le même Excel, ça a grandi, il y a beaucoup plus de données. C'est un peu long. Mais j'y reste sur l'Excel, je vais pas sur les plateformes, c'est toujours là. Non, mais ouais, en fait, je pense que c'est intéressant quand on fait des projets comme ça, c'est pas des choses qu'on fait tous les jours, donc essayer de sortir des données qui peuvent nous aider dans l'avenir à mieux gérer ce type d'efforts ou à mieux comprendre comment on fonctionne. C'est pas des choses que... Ouais, comme je disais, c'est pas demain que tu te dis bon, je vais faire un test, je vais faire des trucs comme ça, donc t'as d'en profiter. On va le raconter, toutes les données que tu étudies à la fin de chaque étape, comme ça, tout le suivi médical, les pupilles dilatées aussi, tout ça. Il y a plein de dossiers, plein d'infos intéressantes à aller piocher dans ce livre. On va revenir sur quelques moments marquants. Moi, je pense tout de suite à cet orage évité de justesse. Je crois que c'est au Chercorn, c'est ça, tu es en pleine ascension. Tu te rends compte que la météo est changeante, tu es en train de tourner. Et là, tu as un petit moment de stress quand même parce que tu te dis, oh là, il y a un orage qui se prépare, il va passer pas loin de moi, je suis assez inquiet parce que s'il me touche, forcément, ça va être très très compliqué. Et finalement, tu as la chance de voir que cet orage passe à quelques centaines de mètres. Donc, est-ce que tu peux nous raconter ce moment de stress qui est situé à peu près au début du périple, d'ailleurs, Kylian? Oui, c'était la deuxième journée. Et en fait, dans ces projets-là, tu ne peux pas attendre à la bonne fenêtre météo parce qu'il n'existe pas une fenêtre météo de 19 jours ou d'un mois. Donc, en fait, tu pars et tu acceptes les conditions comme ils arrivent. Et oui, en fait, les orages, c'est pas sympa, quoi, parce que t'es pas à l'abri des éclairs et c'est... ouais, il y a pas... C'est pas... S'il y a une tempête de neige... tu peux y passer plus ou moins. Si c'est un orage, c'est vraiment de la chance qu'il y ait un éclair qui ne touche pas. Donc, oui, j'étais sur une crête. Et là, j'ai vraiment pas envie de redescendre là et remonter après quand l'orage est passé parce que c'est quand même une montée qui était bien chiante. C'était des perriers défoncés. Donc, oui, j'ai mis du temps.
Mais bon, j'ai dit, bon, j'ai continué sur la crête, j'ai serré un peu les fesses et j'ai cherché tout le temps de voir s'il y avait des trous dans les rochers pour dire si jamais l'orage il me tape, où est-ce que je peux sauter pour me protéger un peu. Et heureusement, l'orage il est passé comme tu disais, à quelques centaines de mètres. Après, il y a eu la tempête de neige qui est venue juste après. Mais bon, après, sur la neige, c'est juste plus lent, mais on arrive à cramper. Parce qu'il y a la performance physique, il y a l'enchaînement des jours et des étapes. C'est comme les travaux d'Hercule, quoi, Johan. C'est un truc de fou quand même. Il y a le détail d'ailleurs de toutes les étapes. Mais il y a surtout la concentration ultime de chaque instant, Johan. C'est ça qui est fascinant. C'est parce qu'à n'importe quel moment, il peut y avoir une cheville qui se tord, quelque chose, le terrain est escarpé, c'est assez difficile. Il faut être concentré de la première à la dernière minute de l'étape. Et c'est ça qui est bluffant, Johan. Ouais, bah parce que c'est un défi physique et technique, hein, tu l'as dit. Hein, t'imagines, voilà, il y a 82 sommets à faire, donc ça veut dire monter et redescendre. Donc, et comme il le dit, dans des conditions parfois extrêmes, donc avec une météo capricieuse, avec un terrain, tu es en altitude, tu es au bord d'une corniche, sur une crête, sur la neige, ça change tout le temps, donc c'est très compliqué. Et avec la fatigue, effectivement, quand tu as marché, couru, fait du vélo et tout, et que tu rentres et que le lendemain, il faut repartir, et le lendemain, il faut repartir, effectivement, je pense que tu as quand même un moment donné où la lucidité, tu es peut-être un petit peu moins lucide, et le risque, il est là. Et après, c'est sûr que le risque de blessure ou de vraiment se choper, je sais pas, une tendinite d'Achille ou une pathologie quelconque est grand avec un niveau de fatigue comme Kylian a pu le ressentir pendant tout son exploit. Ouais. Kylian, tu es un athlète extraordinaire. Je rappelle à ceux qui découvrent un peu ton histoire aujourd'hui que par exemple, tu as gravi un sommet de 4000 mètres dès l'âge de 7 ans. Donc voilà, ça prédestinait quand même quelqu'un d'habitué à la montagne et à l'altitude. C'est ça la difficulté de ce genre de défi, parce que on peut se préparer physiquement. Toi, tu es un athlète hors norme, donc on savait que tu allais arriver préparé. On l'a pas dit, mais d'ailleurs, tu te présentes, tu démarres ton défi alors que tu viens de gagner Sierzinal, la mythique Sierzinal, pour la 10e fois de ta carrière. Donc toi, tu pars le lendemain, c'est une bonne récup finalement. C'était une pré-fatigue. Mais tout ce dont on parle, là, les prises de décision chaque seconde, chaque minute, c'est grâce à l'expérience qu'on peut progresser là-dessus. C'est une façon d'aborder les défis. Comment tu définirais ça, toi ? Est-ce que c'est la clé du succès d'une telle opération ? Oui, la grosse difficulté, c'était forcément ça, c'était la partie mentale. Parce que, ouais, par exemple, sur le défi que j'ai fait là aux États-Unis, c'était physique. La difficulté, il y avait des passages techniques, mais beaucoup moins longs que dans les Alpes. Donc, au niveau mental, c'était vraiment facile. Mais dans les Alpes, le problème, c'était ça que presque tous les jours, j'étais dans un terrain très exposé, donc une faute technique, donc une erreur de technique ou une mauvaise interprétation du terrain. Donc, si j'ai prenais un caillou et pas un autre, et ce caillou il était instable, la conséquence il était sûrement la mort, quoi. Donc avoir cette tension là pendant une quinzaine d'heures tous les jours, c'est une chose que bon, ouais, ça fait qu'au niveau cognitif ça difficulte la tâche, et c'est des choses qu'on ne peut pas travailler vraiment. Il faut être habitué, et il faut à la fin, il faut être confortable avec cette tension. C'est pas être confortable avec l'endroit, avec la difficulté, parce que ça, c'est une chose qu'on peut travailler, et au bout d'aller en montagne, on s'habitue à gérer ces terrains, ces difficultés. Mais c'est être confortable avec la tension de dire j'ai d'être concentré à chaque pas pendant X heures tous les jours, parce que la conséquence, elle est définitive. Oui. Donc, en fait, ouais, c'était ça, la difficulté du projet. Et c'est pour ça qu'à la fin du projet, j'ai mis du temps à m'y remettre, parce que émotionnellement, ouais, ça met du temps à remettre d'une telle
Ah bah c'est sûr. Charge émotionnelle. Ouais. Bien sûr, c'est comment digérer un tel exploit. Ça sera une question qu'on pourra te poser dans quelques instants. Mais tu le disais, et tu en parles dans le livre d'ailleurs, ce sont ces fameuses capacités cognitives qui sont poussées à l'extrême à l'issue d'une étape. Tu prenais l'exemple d'ailleurs, vous avez constaté avec la prise de données avec ton équipe médicale que c'était comparable au sentiment dans lequel on était après un accident de voiture. L'état de choc dans lequel tu te trouvais parfois certains soirs après à l'arrivée des étapes. Ça veut tout dire de la façon dont tu mets ton organisme à rude épreuve et dont le mental est important, quoi, Kylian. Ouais, exact. Ça, on voyait ça avec la pupillométrie, donc avec ces analyses cognitives. Et on voyait un état de fatigue cognitive similaire à ça, un accident de voiture. Et ce qui était bien, c'était la récupération aussi, qu'au bout de dormir 1, 2, 3 heures, j'étais revenu au niveau basal, au niveau normal. Donc, c'est ça qui fait possible de faire un projet, parce que si tu es dans cet état cognitif au départ d'une étape, puis tu n'arrives pas à enchaîner des jours comme ça. Parce que tu as raison, le sommeil, ça fait partie intégrante du défi. La moyenne de sommeil, c'est 5h16, mais il y a plein de fois où tu as enchaîné 2 étapes avec seulement quelques minutes de repos, parfois 10 minutes, parfois 1 heure. Ça renforce une nouvelle fois l'idée de difficulté et ça prouve la capacité exceptionnelle de ton organisme de digérer ce type d'effort et de pouvoir réenchaîner le lendemain. Même sur le poids, hein. Il n'a pas perdu, il perdait pas après chaque étape. Et ça, normalement, tu te dis, tu dois forcément perdre quelques kilos à la fin de la journée. 8000 calories brûlées parfois, c'est ça sur une étape, Kylian. Ouais, mais en fait, ça c'était une chose que j'ai constatée aux Pyrénées. En fait, aux Pyrénées, j'étais pendant 8 jours et j'ai perdu beaucoup de poids. Mais à la fin, j'avais mal partout, au niveau musculaire, au niveau articulaire. Et aussi, au niveau métabolique, je n'arrivais pas à avancer. Et ici, dans les Alpes, l'effet que j'ai bien géré le sommeil et l'alimentation. Le sommeil, même, parfois, j'ai faisais 2 jours sans dormir, mais après, j'ai essayé de bien dormir quand j'ai descendu des massifs avant de prendre le vélo. Et l'alimentation, de manger tout ce que j'ai brûlé, ça faisait qu'à la fin, au niveau physique, j'étais bien. Et en fait, c'est ça. Sinon, on arrive on arrive à se fatiguer et chaque jour, on n'est pas frais. Et c'est ça, à la fin, en fait, physiquement, j'étais assez bien les dernières journées parce que j'arrivais à consommer tout ce que j'ai dépensé. T'es parti à 54 kilos, t'es revenu à 54 kilos. Bien dormir, c'est relatif. Hein. Bon, alors habituellement, j'ai vu les données Coros, parce que c'est ton partenaire, tu dors un peu plus de 6 heures par nuit, ce qui n'est pas énorme pour un gros dormeur comme Johan Durand, par exemple. Mais là, t'étais à 5h16 de moyenne, donc c'est une donnée que tu pouvais conserver comme ça. Mais parce que tu parles d'alimentation, précisons tout de même que tu partais souvent le plus léger possible, avec parfois seulement 1 litre d'eau pour 10 heures d'effort, ça c'est arrivé, et que en revanche tu étais gargantua quand tu arrivais sur certains refuges et que là tu te permettais quand même de faire de gros repas pour aller compenser la perte calorique que l'effort que tu venais de fournir t'avait infligé, quoi. En fait, c'était ça au niveau logistique, parce que tu n'as pas accès à des aliments là-haut quand tu es dans les sommets, et puis je ne voulais pas porter beaucoup de poids parce que du coup ça ralentit toute la progression. Donc du coup j'ai mangé toutes les 4-5 heures peut-être quand j'étais en montagne. Ça arrivait des moments, par exemple au massif de Mont-Blanc, que suite à des chutes de pierre et des choses comme ça, j'ai passé peut-être des portions avec 15 heures sans rien manger, sans rien boire, mais c'était quand j'ai descendu en bas au village ou dans un refuge. Du coup, là, j'ai mangé beaucoup pour récupérer. Ou dans le vélo, en fait, quand je faisais les portions de vélo, je pouvais consommer 7000 ou 8000 calories. Ouais. En plein déjeuner, quoi, sur le vélo, quoi. Voilà, la baguette, exact. le truc, ouais. tout ce qu'il faut, quoi. Ouais, c'est ça. C'était des moments qui te permettaient comme ça un peu de récupérer. Je l'ai dit, il y a plein d'anecdotes. Il y en a une que j'adore, c'est aussi parfois les contrastes saisissants d'un sommet à un autre. Par exemple, passer d'une solitude extrême au pic de la Jungfrau, qui était très fréquenté, puisque c'est accessible soit en funiculaire, soit avec une route. Donc parfois
parfois tu te retrouves seul pendant 10, 15, 20 heures et d'un coup tu vas arriver sur un massif et sur un sommet où là tu as des centaines de personnes qui sont autour de toi et ça peut faire sourire, mais psychologiquement ça doit créer un choc émotionnel, ça doit être très particulier à gérer quand même. Ouais, carrément, ça choque. Bon, après, je dirais, c'est beaucoup plus facile à gérer ça qu'être dans des situations Ouais, c'est sûr. compliquées. Mais C'est bon, sûr. mais ça fait un choc quand même. Parce que tu es dans ta boule, concentré, tu n'as vu personne pendant 20 heures et d'un coup, tu arrives à un endroit, il y a des centaines de personnes et tu dis, là, c'est un rêve, je suis vraiment là ou qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'ils font tous les gens là? Mais bon, c'est sympa. Ça nous montre aussi, en fait, quand on dit la massification de la montagne, en fait, la montagne, elle n'est pas massifiée, mais c'est des endroits concrets qui sont très, très massifiés. Et ça constate ça. Il y a des endroits de solitude, il y a des endroits où c'est vraiment massifié. Ouais. Il y a d'autres. Il y a une question que je me suis posée quand j'ai lu ton livre, Kylian. C'est la place de ta famille dans ce périple. Parce que tu te lances dans un défi pareil, c'est 19 jours. Ta compagne, Emily Forsberg, qu'on connaît, qu'on a déjà reçue dans RMC Running, qui est une grande championne aussi, forcément te soutient dans cette épreuve. Tes deux petites filles sont embarquées aussi parce que tu peux la voir sur certaines étapes. Mais où placer la limite là-dessus, Kylian? Où est la place de ta famille dans un tel défi? Tu cours pour qui en fait? C'est ça la question. Est-ce que tu cours pour toi, te prouver des choses à toi-même, aller au plus loin de tes limites? Est-ce que ta famille a une place là-dedans? Est-ce que quand tu dois prendre certains risques, eh ben, tu penses à tes filles et ça te freine un peu? Comment intégrer ta famille à un défi comme celui-là en fait? Oui, en fait, bon, je pense que j'ai fait ça déjà pour moi, j'ai fait les choses que j'ai envie de faire, mais oui, on intègre la famille. En fait, ma femme et les filles, elles sont venues pendant la première semaine dans le projet. Après, elles sont retournées à la maison et ça a commencé l'école. Mais oui, elles font partie de ça. Et tu vois, là, quand on est à la maison, on fait des randonnées, des sommets avec les enfants, c'est une chose qu'elles adorent. Donc, ouais, c'est juste naturaliser les choses. Et après, par rapport à la prise des risques, je suis quelqu'un d'assez cérébral. J'essaye de bien analyser tout ce que j'ai fait par rapport à ça. Et je pense, en général, j'ai fait demi-tour quand j'ai un peu peur ou quand je ne sens pas bien ou que je sens que la montagne n'est pas bien. Après, ouais, c'est vrai, il y a des moments qu'on continue et on n'est pas content avec ces décisions-là. Mais bon, ça fait partie aussi du jeu. C'est des choses que j'aime pas de moi, hein, mais bon, qu'il faut que je les travaille, je pense. Mais ouais, je dirais, j'ai pas changé vraiment l'approche au risque avec le fait d'avoir une famille. J'ai changé beaucoup de choses. Tu vois, on a changé beaucoup nos calendriers. On reste beaucoup à la maison. On fait peut-être 1-2 voyages pour les courses, mais on ne veut pas être loin des enfants le temps. Mais par rapport au risque, non, ça n'a pas vraiment changé. Ok, donc de toute façon, tu as toujours limité la prise de risque, entre guillemets, et finalement, ça n'a pas modifié cette façon d'aborder tout ça, malgré le fait que tu es devenu papa et que tu as 2 filles et une épouse aujourd'hui. Il y a une péripétie qu'il faut que tu nous racontes, c'est cet appel de la police norvégienne quand même. Tu es en pleine ascension, tu reçois un coup de fil, Monsieur Jornet, c'est la police. Raconte-nous tout ça, c'est complètement fou d'ailleurs. Un retour à la réalité direct en quelques secondes, oui, pam. Ah ouais, là, c'est sûr. J'étais dans une crête, dans une vallée, à côté de Monte Rosa. Et on arrête assez affilée dans la traversée du l'Iskam. Et là, j'ai reçu un appel, numéro norvégien. Et du coup, j'ai dit, ça doit être... qu'est-ce qui se passe? J'ai décroche et c'est la police. J'ai dit, ah merde, qu'est-ce qui s'est passé? Émilie ou les filles? Et après, ils me disent, non, c'est en fait, c'est ta voiture qu'elle est sur un endroit qu'elle doit faire des travaux et il faut que tu la retires. J'ai dit, ah là, je suis pas prêt à la retirer. Et en fait, j'avais pas beaucoup de réseau, donc j'étais en train de courir sur l'arrêt pour chercher le bon réseau. Bon, finalement, on s'est appelé 4-5 fois pour essayer de trouver une solution, mais j'avais les clés de la voiture avec moi là-bas.
C'est fou. Et bon, finalement, ouais, c'était pas simple en fait. C'était la faute à eux parce qu'ils n'avaient pas signalé que cet endroit c'était à construire, mais bon, quand même, il fallait la retirer. Et finalement, on a eu le gars du parking, et il a vu qu'on pouvait ouvrir ma voiture avec le téléphone, avec une appli. Donc, j'ai cherché un endroit que j'avais un bon réseau dans la crête pour démarrer la voiture depuis la crête. Donc, et puis, il a pris la voiture et l'a emmenée dans un autre endroit. C'est fou. Donc, heureusement, la technologie qui m'a permis de faire ça. Ouais. Incroyable. Et c'est la façon dont ça te ramène tout de suite à un quotidien et à une réalité. Ouais, ça, c'est fou. Il y a eu de très bons moments. On va en parler dans un instant. Il y a eu des moments plus compliqués. Il y a eu une chute sur la descente du glacier de l'Alderpass avec une côte fissurée. Est-ce que tu peux nous la raconter, cette chute ? L'état d'ailleurs dans lequel ça te plonge, parce que forcément, il doit y avoir un peu de peur et tout de suite la crainte physique. Qu'est-ce qui t'arrive ? Un peu faire le check-up de ce qui se passe. Est-ce que tu peux nous raconter ce moment, Kylian ? Oui, en fait, c'était une connerie. On redescendait avec un ami à ce moment-là vers le refuge de Monte Rosa. Donc, c'était une longue journée. J'avais fait plus de presque 24 heures ou même plus. Et là, c'était vraiment un terrain facile. C'était juste une descente sur un glacier tout plat. Et je pense, je sais pas si j'étais en train de regarder la direction ou GPS ou non, on était en train de discuter, je ne me souviens pas vraiment, mais bon, tu vois, tu es dans un glacier tout plat, tu es distrait, et en fait, on trottinait, et du coup, avec les crampons, j'ai tapé quelque chose et j'ai tombé, et c'était un glacier tout plat, donc j'ai tombé pas en sec. Et j'avais, je pense, j'avais la GoPro et une balise GPS sur ma poche à la poitrine. Et en fait, le fait de tomber avec mon poids sur la glace dure et avec tous ces trucs-là sur la poitrine, ça cassait une côte. Mais bon, après, les côtes, j'en ai cassé beaucoup, pas beaucoup, mais plusieurs fois. Donc, c'était une douleur que je connaissais et je savais que, bon, de toute façon, on ne peut rien faire, mais ce n'est pas une chose qui est dangereuse. Donc, il fallait juste accepter un peu plus de douleur les prochains jours. Alors après, voilà. Et ce qui est génial, c'est que tu racontes aussi dans le livre comment le mental, là aussi, prend le dessus et fait comprendre à ton organisme que, OK, il y a cette douleur, mais que finalement, elle doit s'atténuer parce que le défi n'est pas prêt de s'arrêter. C'est comme si ton cerveau disait à ton corps, non mais écoute, bon. Le bonhomme là va pas s'arrêter. Donc le signal, faut le couper. Faut que arrête le signal parce que ça changera rien. De toute façon, il ira au bout de son périple et à un moment, passe à autre chose, quoi. C'est un peu ça ce qui s'est passé dans ton corps, en fait, Kylian. Oui, exactement. Et c'est ça qui est intéressant dans la découverte de notre corps. C'est on voit comment il est capable de faire des choses comme ça. En fait, j'ai eu de l'air pendant la journée d'après, et après, elle a disparu complètement, presque, pendant le reste du projet. Et bon, les gens qui se sont cassés une côte, ils connaissent que c'est pas habituel, ça. Mais en fait, quand j'ai fini le projet, du coup, j'ai rentré à la maison, et direct, là, j'ai eu vraiment mal pendant le mois. Ça, c'est fou. Normal, que quand tu te casses une côte, ça fait vraiment mal pendant un mois. Donc, ça a retardé, en fait. C'était juste le signal de dire à la douleur, bon, j'écoute le signal, mais bon, elle est là quand même. C'est pas mal ça de reporter une douleur, Johan. Tu vois, après un marathon, finalement, quand t'as mal au tendon d'Achille, tu dis à ton corps, bon bah attends 3 mois, regarde, la fin de la prépa. Et puis quand tu fais un marathon, t'as les jambes au 41e, tu cours, tu t'arrêtes au 42 et d'un seul coup, pouf, plus de son, plus d'image, t'as l'impression que tout s'est débranché et que tu peux plus faire un mètre. Alors que si on t'avait dit continue pendant 2-3 km, tu l'aurais fait. Et à partir du moment où le cerveau il se met en off, il n'y a plus cette adrénaline-là qui vient un peu, et puis toutes les hormones et tout qui sont là, qui travaillent pendant l'effort. Quand tu coupes, effectivement, les douleurs reviennent. Ouais. C'est fou, voilà. Je veux que tu nous racontes, Kylian, ce sentiment
complètement dingue, d'extase, d'osmose, de connexion totale avec la montagne que tu as ressentie. Là aussi, c'est très bien raconté. C'est même illustré avec des photos. C'est beau, ça. Dans le Weisshorn, un souvenir incroyable. Tu es comme ça en train de réaliser ton ascension. Tu vois ton ombre qui est projetée sur la roche de la montagne que tu es en train de gravir. Et là, tu as l'impression vraiment d'être connecté à la montagne que tu es en train de gravir, quoi. Est-ce que tu peux nous raconter ce sentiment, mettre des mots là-dessus, sur une émotion que peu de gens, finalement, auront la chance de connaître dans leur vie, peut-être? Oui, c'était une journée qui était spéciale parce que c'était la fin du ballet. Donc, ça faisait un truc qui était énorme pour moi. Donc, ça faisait une grosse journée, une grosse traversée de 5 jours où j'étais sur les crêtes et avec peu de sommeil. Donc, la fatigue, elle était énorme. Et du coup, c'était mentalement, je disais, c'est le dernier sommet, c'était le plus compliqué de cette section de 5 jours. J'ai voulu y arriver avant le coucher de soleil parce que c'est technique, il fallait trouver le chemin. Donc il y avait toute cette tension-là, plus la fatigue de cette longue étape de 5 jours qui était là. Et au niveau mental, il y avait cette tension-là, mais j'arrivais là. Et dans l'escalade, il y a toute la fatigue, toutes les douleurs qui sont disparues. J'ai avancé, j'ai senti comment je pouvais fluir dans le rocher. Et puis, il y avait un spectre de Bohoken que c'est en fait un arc-en-ciel qui est autour de notre ombre, qui est projeté sur les nuages. C'était vraiment magnifique, c'était beau. Le rocher, il est magnifique, c'est un rocher orange. Au coucher de soleil, arrivé au sommet, avec ces couchers de soleil. Donc, au niveau de beauté, c'est la beauté majeure qu'on peut voir en montagne. Et au même moment, il y avait la fatigue qui était disparue après 5 jours d'effort. Donc c'est quelque chose qui est... Ouais, ça te fait trouver des sensations qui sont difficiles à décrire. Il y avait un moment que je ne savais pas si c'était moi qui étais en train de grimper ou c'était juste ma conscience qui était en train de grimper, mais je n'étais pas là. Donc c'est vraiment des sensations qui sont incroyables. Des moments d'osmose totale, c'est fou parce que c'est bien raconté en plus, Johan, et on essaye de se mettre à sa place, mais je pense que ce qu'il a ressenti à ce moment-là, c'est indescriptible, c'est ça, ouais. Et à côté de ça, il y a aussi des moments de solitude, des fois mentalement, où tu es tout seul dans la montagne, dans le noir, de doute, de peur. Donc c'est un peu la différence qu'il y a entre ces deux mondes. Par moment, tu es en communion et par moment, tu es en plein doute. Ouais. Et allons-y justement, parce que ça aussi, c'est un passage passionnant. C'est cette journée comme ça, qui sur le papier ne semble pas forcément si compliquée pour un athlète comme toi. Mais cette espèce de sentiment de boule au ventre que tu vas ressentir, c'est comme un mauvais présage, un mauvais pressentiment. Et puis finalement, des décisions que tu dois prendre, tu en prends une qui est un peu risquée, tu te mets un peu en danger, il y a des rochers, des pierres qui se décrochent de la montagne et parfois tu risques un peu ta vie. Et ce sentiment, un peu cette sorte de culpabilité que tu ressens quand tu redescends, est-ce que tu peux nous raconter aussi toute cette période-là? Parce que on a raconté le beau côté avec l'osmose, tout ce qui se passe bien et tout. Là, tu es dans un moment compliqué et tu le vis vraiment pas très bien, quoi, Kylian. Tu te dis, là, c'est un avertissement et je regrette peut-être. Oui, ça, c'était la journée de la traversée des droites de la Guibert aux droites. Et c'est une traversée, en fait... Je savais déjà en y arrivant que les conditions elles étaient vraiment mauvaises. J'avais discuté avec des gars qui de la région, puis je savais que ça allait être une journée compliquée par rapport aux conditions. En fait, avec le réchauffement climatique, il y a une perte de permafrost et c'est la glace qui fait que les cailloux ils tiennent ensemble. Donc avec cette fonte de permafrost, il y a les rochers, ils ne tiennent pas ensemble, donc ils tombent de temps en temps. Et en fait,
il tombe, ça veut dire il y a des cailloux de la taille d'une voiture qui, à un moment donné, il peut tomber. Mais tu sais pas le moment, en fait. C'est vraiment aléatoire. Donc, j'allais faire cette traversée dans des conditions qui n'étaient pas bonnes. Et ouais, juste en allant là, c'est vraiment... c'est difficile au niveau mental parce que tu ne peux pas dire c'est pas la faute technique, c'est pas une erreur que j'ai fait qui va me faire tomber, mais c'est que peut-être je suis en train de grimper, il y a toute la montagne qui tombe sous mes pieds ou sur moi. Donc du coup, tu es mal à l'aise, quoi. Et du coup, ouais, c'était une longue traversée, donc c'est pas un moment que tu dis bon, les prochaines 10 minutes, il faut vraiment être attentif, il faut passer vite, mais c'était pendant une longue traversée, donc pendant une journée entière. Et du coup, ouais, j'arrivais au premier sommet, et là, j'aurais pu redescendre, j'aurais pu dire, bon, les conditions, elles étaient vraiment merdiques, la descente, bon, ça va pas être simple, mais j'ai pu redescendre là où j'ai monté, mais donc du coup, la prise de risque, elle est moindre. Mais j'ai continué, et c'était ouais, j'ai savais les conséquences, j'ai savais les conditions. C'était pas que j'avais pas idée de qu'est-ce qui allait se passer ou qui pouvait se passer. Et donc, ouais, c'était juste une décision que j'avais prise il y a. Ouais. C'est pas que j'ai arrivé à l'endroit et j'ai dit, bon, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Parce que la décision, elle était déjà prise. J'ai eu cette sensation de continuer pour ça. Et en fait, quand j'ai redescendu le dernier sommet, ouais, j'étais pas content avec ça. Tu vois, parfois, tu descends le sommet, tu as passé quelques dangers et tu as un peu d'adrénaline de dire, ouais, j'ai réussi à sortir tous ces problèmes. Et là, non, j'étais juste pas content. J'étais juste pas content avec ma décision de dire de continuer cette journée. Et ouais, c'est une chose que ouais, j'aime pas beaucoup de moi. Mais ouais, qu'il faut l'accepter, il faut que j'y travaille, hein, parce que ouais, c'est parfois un peu de jusqu'à-boutisme que j'ai pu avoir et que ouais, c'est pas une chose que je suis content de ça, mais ouais, que du coup, ça en fait partie. Et puis avec la fatigue, peut-être que les sentiments sont exacerbés aussi, peut-être, Kylian. C'est-à-dire que une contrariété comme celle-là peut prendre des proportions énormes parce que c'est l'enchaînement des jours aussi. Tu te dis que t'es passé près de la mort peut-être et que voilà, peut-être que tout se bouscule aussi. C'était peut-être dans un état qui n'est pas normal, lié au défi sportif que tu es en train de t'infliger. Oui et non, je dirais, je pourrais trouver des excuses, oui, mais non, finalement, ouais, je pense que ouais, la fatigue, elle est là, mais bon, c'est pas une chose ouais, je peux pas mettre l'excuse sur la fatigue, je dirais, j'étais lucide à ce moment-là, j'avais bien dormi, donc ouais, c'était, ouais, non, je pense que c'est plus sur ces côtés jusqu'à-boutistes que j'ai parfois, hein, je dirais, ouais, la fatigue, c'est sûr que ça exagère un peu les sentiments, mais je suis assez froid dans ces situations-là. Il y a eu des journées comme ça, fatigué, pareil, en Himalaya et tout. Et je dirais, ouais, c'est juste une partie de moi que je connais et qu'il faut que je la travaille parce que j'aime pas. Ce qui fait partie de ton aventure, c'est aussi la constatation de certains massifs que tu connais très bien depuis plusieurs années, qui ont été largement modifiés, la fonte des glaciers notamment. Là, tu as constaté de plein fouet l'impact du réchauffement climatique, Kylian. Et ça fait partie de ton projet, hein. On peut se dire, c'est un projet pour lui, il se lance des défis sportifs, mais non, tu es lié via ta fondation à justement la préservation de la montagne et de l'environnement naturel dans lequel tu adores crapahuter comme ça. Tu l'as pris de plein fouet, encore une fois, ça te met une claque à chaque fois, Kylian, de repasser par des endroits que tu connais et de voir que 30% du glacier a fondu, par exemple? Oui, c'est sûr, et surtout dans les Alpes. En fait, c'est quand tu habites, quand j'habitais dans les Alpes, le changement, il est présent, mais tu le vois tous les jours, donc c'est un tout petit peu tous les jours. C'est comme les gamins, en fait. Les gamins, tu les vois grandir, Ouais, et quand tu es présent tout le temps, tu te rends pas compte qu'ils grandissent. C'est les grands-parents Mais qui te quand disent, ils ont grandi, du coup. Ouais, c'est ça. Donc c'était pareil, j'étais pas dans les Alpes pendant quelques années à faire autant de montagnes. J'ai revenu, j'ai dit, ah ouais, la claque. Et des situations comme ça, avec les permafrost, avec les chutes de pierre, avec la saison, donc ça met une claque grave, quoi.
Et ouais, c'est forcément l'impact du réchauffement climatique. Tu nous diras tout ce que tu mets en place avec ta fondation. J'aimerais que tu nous racontes les derniers efforts de ton périple, parce que les 2 dernières étapes, heureusement pour toi, enfin les dernières journées plutôt, c'est du chemin que tu connais et sur lequel tu peux te faire plaisir. Et puis, ce que j'adore, c'est l'arrivée qui te ressemble tellement. Tes proches sont là, mais il n'y a pas d'effusion de joie. C'est pas comme quand tu franchis la ligne d'arrivée de l'UTMB. Non. Il n'y a tu pas t'assois, Ludo collé. tu partages une pizza et puis voilà, c'est fini quoi. C'est fini. Voilà. Tout le monde est soulagé, heureux, ravi, tous les souvenirs en tête. Mais on n'est pas là à ouvrir une bouteille de champagne et à fêter ça comme un trophée ou une victoire majeure, quoi. Mais en fait, ça prostitue la chose, je dirais, parce que c'est des moments intimes que tu vis. On a vécu avec l'équipe des moments qui étaient très intimes, des moments qui étaient très forts, mais qui n'étaient pas une chose que que tu partages, que tu t'exaltes. C'est une chose qui est très, très intime. Ouais. Donc, du coup, à la fin, célébrer une chose, ouais, tu l'as célébrée, tu vois des choses, mais c'est pas la célébrer avec tout ça. C'est interne, je dirais, c'est intime. Donc, il faut que... Sinon, ouais, je pense que ouais, il faut juste ouais, avoir le temps et avoir la quiétude pour revoir tout ça. Ouais, Kylian, comment se passe la redescente alors, à ce moment-là, au sens figuré, quoi, parce que comment on se remet d'un tel défi, d'un tel périple, on l'a dit, 19 jours de souffrance, de difficultés, de sommets gravis, 82 sommets. Combien de temps Plus ça qu'un prend? marathon de blues. Ah bah oui, ça c'est sûr, c'est plus qu'un marathon de blues, je dis, t'as raison. Un petit peu plus, ouais. Combien de temps on met à se remettre d'un truc pareil? Je dirais au niveau physique, ça a été assez rapide parce que j'ai fait, tu vois, un test d'effort. J'ai fait un test d'effort juste après. C'était 10 jours après pour voir exactement ça, la récupération, comment elle était. Et en fait, il y avait des choses qui étaient mieux qu'avant. Et j'étais vraiment en forme avant parce que j'avais fait Sierzinal, j'ai fait mon meilleur temps en Sierzinal. Donc ouais, il y avait des choses au niveau métabolique qui étaient mieux qu'avant. Et il y avait des choses qui étaient au niveau musculaire, au niveau tendineux, un peu plus fatigué, c'est sûr. Mais au niveau métabolique, il y avait des valeurs qui étaient mieux. Donc, ouais, la récupération au niveau physique, elle était rapide au niveau métabolique. Elle était un peu, je pense, j'ai mis peut-être un mois au niveau tendineux à retrouver au niveau des tendons, la viscosité ou qui soit frais comme avant. Et au niveau après, il y a le côté plus émotionnel, psychologique. Là, j'ai mis peut-être aussi un mois à revenir, à redescendre un peu de ces... Ouais, ça met du temps, de tous ces questionnements, tu vois. Pendant un mois, j'étais là tous les jours. En fait, c'est marrant, c'est quand tu fais des projets comme ça, qui sont très intenses et longs, la vie, elle est très, très, très simple, parce que tu dois penser juste à grimper, à courir, à prendre des solutions, mais il n'y a pas... Tu vois, c'est pas jour à jour que tu vas penser à des centaines de choses. Ah, t'es concentré sur le moment présent. Que... oui, tout à fait. Il n'y a pas les factures à payer. La voiture à garer, tout ça. Oui, exact. Mais c'est très intense parce que tu vois, toutes les décisions, tu dis, si j'ai fait ces passes-là, si je prends le sentier à droite ou à gauche, ou je prends ces cailloux ou l'autre caillou, peut-être c'est ta vie qui est risquée, donc c'est très intense. Donc du coup, quand tu reviens, je dirais, la décision que tu prends le matin, tu vois, c'est moins intense, quoi. C'est pas que tu dis, bon, là, je vais aller chercher, je suis au supermarché, je vais prendre des courgettes, ou je vais prendre des pommes de terre. Bon, là, c'est pas la vie qui va tout... Mais donc, il faut redescendre aussi au niveau émotionnel. Et c'est impossible de vivre tout le temps avec une intensité émotionnelle comme dans des projets comme ça. Mais ouais, il faut redescendre ça aussi. Ouais. Après, c'est ça le problème, c'est qu'en réalisant ce type d'aventure hors norme, est-ce que le reste peut paraître fade? C'est pour ça que je te posais la question au début. On t'a suivi d'ailleurs, nous on avait débriefé longuement avec notre ami Vincent Bouillard le Chianti Race by UTMB où tu es allé, tu as fait deuxième derrière Jim et tu as fait une belle bagarre avec Vincent au mois de mars.
il y a ce quotidien que tu as connu des années et des années, toutes les victoires. Enfin, tu es une légende vivante, donc tu n'as rien à prouver. Comment on rebascule dans un truc pareil? Est-ce qu'on est fasciné uniquement par les aventures? Est-ce que là, dans ta tête, vu que tu es en train de digérer les États-Unis, tu es déjà en train d'imaginer une nouvelle aventure? C'est quoi la suite et comment tu t'en es où là exactement, Kylian, dans ta tête? Non, en fait, ouais, j'ai pensé. Et l'autre jour, j'ai lu une interview, pas une interview, un article d'un grand-père, Andy Kickleman, qui était très, très. Ça mettait des mots à des choses que j'avais. Ouais, que je pense que les athlètes ont dit et on ne sait pas. Et là, c'était sur les réseaux, mais je pense que c'est en général. Il disait. À- C'était sur un athlète qui avait fait ouais, sur YouTube et il disait c'est pas on possède pas une chaîne YouTube, c'est la chaîne YouTube et il possède ou toutes les personnes qui suivent la chaîne YouTube ils possèdent une partie de notre ego et en fait c'est réflectif dans le côté que beaucoup de fois on fait des choses et on ne sait pas si on les fait pour nous vraiment ou si on les fait parce que c'est que les gens ils attendent et c'est pas ce que les gens ils attendent d'une façon qu'ils vocalisent mais c'est je pense quand tu gagnes des courses et je pense que Johan là il doit ressentir la même chose tu vois tu fais des courses tu gagnes les courses t'es heureux parce que gagner voir que les autres ils aiment ça te conforte ça te fait ça te rend heureux ça te rend satisfait et du coup, tu as envie de faire ça encore. Et si les gens ils attendent que tu passes, je sais pas, quand tu fais de la piste, ils disent alors tu commences à sentir peut-être quand est-ce qu'il va passer à la marathon, la route. Donc, même si tu n'as pas envie vraiment de le faire, c'est une chose que tu as envie de faire parce que tu sens ça. Donc, du coup, je pense que notre carrière, beaucoup de fois, elle est guidée par rapport aux expectatives et c'est que les gens ouais c'est que nous-mêmes et les gens ils ont envie de nous voir faire et en fait c'est difficile de sortir de ça c'est très difficile je dirais hein. Mais et du coup tu vois quand ces projets là ils ont commencé les Pyrénées après les Alpes ça a commencé à cause d'une blessure qui m'a permis exactement ça de sortir un peu de cette roulette et dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire donc donc voilà, j'espère de pouvoir avoir cette liberté de faire des choses. J'aime beaucoup la compétition parce que ça m'apporte des choses qui sont intéressantes. Je suis compétitif et puis, c'est vraiment très facile d'avoir une course comme une carotte qui te fait t'entraîner, qui te fait ouais, préparer des choses que sans la course, ça sera difficile de se motiver à faire. Et là, donc du coup, là, j'ai envie de faire des projets, des choses comme ça, mais j'ai aussi envie de prendre un temps un peu loin de projets longs comme ça, parce que ça prend beaucoup de temps pour la famille. J'ai envie de passer plus de... ouais, de ne pas partir si longtemps en dehors, loin des enfants, de faire des choses avec eux. J'ai envie de faire des courses, donc ouais, je ne sais pas exactement... bon, là, on commence à penser au calendrier de l'année prochaine, mais ouais, je pense que ça va être plus des courses et des trucs locaux avant de penser à un gros projet comme ça pour ouais, peut-être dans quelques années. Ça va rassurer les fans de trail. Vous pourrez certainement, enfin on l'espère, admirer Kylian Jornet dans les grands trails majeurs, pourquoi pas. Je vais pas te poser la question de la planification, je pense que c'est trop tôt, Kylian, et puis en plus je sais pas trop si tu seras pas au départ de l'UTMB l'année prochaine. Ouais, non, en fait, là, du coup, tu vois, là j'ai fait quand même les Alpes, j'ai fait les projets aux Ouest. Donc, Émilie, ma femme, elle était bon, déjà enceinte. Puis, donc, du coup, elle a pas couru beaucoup les 2 dernières années. Et là, elle s'est remise en forme. Elle a fait une course là, le week-end dernier. Elle fait 3e. Donc, je pense que là, c'est elle qui doit décider les courses, les choses qu'elle veut faire. Et après, moi, je vais voir autour quelles sont les courses, les projets que je peux faire. Donc, il faut qu'on discute ensemble et voir
nos calendriers, ouais. Mais Kylian, tu es une légende de la discipline, donc aujourd'hui tu dépasses le cadre du trail et de l'ultra-trail. Tu vois, toutes tes aventures sont très suivies, on le voit avec les communautés que tu emmènes derrière toi, sur Strava, sur les différents réseaux sociaux, etc., même si tu n'es pas un grand fan des réseaux. Ta voix porte, c'est ce que je suis en train de te dire. Tu as un engagement qui est très fort sur l'environnement aussi, Kylian. Est-ce que tu te sens aujourd'hui une sorte de responsabilité là-dedans, dans le sens où tu es quelqu'un qui fascine les gens? Est-ce que tu as envie aussi, au-delà de tes perfs sportifs, de l'envie de t'accomplir et d'en savoir plus sur toi, de porter un message et d'aller véhiculer des valeurs comme ça au plus grand nombre pour essayer de changer les choses? Oui, et ça, c'est une chose que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre et accepter. Tu vois, moi j'ai fait du sport et c'est une activité que pour moi c'est très importante, ça m'apporte des choses, mais bon, c'est pas une chose qu'à la base elle a une influence à des autres, tu vois, comme des professions, comme un médecin ou un enseignant. Mais il faut aussi accepter que la réalité, c'est là que le sport aujourd'hui, il est médiatisé et donc que notre parole, elle peut être écoutée pour plus de personnes que si on faisait notre profession. Même si c'est pas une chose à rechercher. Donc du coup, ouais, pour moi, c'est important de dire bon, les choses que je pense importantes, donc les partager, trouver l'espace de discussion. Donc bon, c'est sûr que moi déjà, bon, si je suis capable de faire ces choses-là, c'est parce que déjà je suis né dans une situation sociale, économique qui m'a permis ça, et ça c'est parce que je suis né en Occident. Et après qu'on a un accès à la nature, qu'on a un environnement qui nous permet de faire ces choses-là. Ça, je ne sais pas si ça va être le futur de mes filles ou des prochaines générations. Donc dire qu'est-ce que je peux faire pour ça. Donc utiliser, je pense, la plateforme que le sport nous donne pour discuter des choses qui sont bien plus sérieuses, je pense que c'est important. À travers ta marque, ton engagement, tout le message que tu véhicules certainement. Désolé, le temps est compté, Kylian, donc ça va être la dernière question et elle est toute simple. Là, tu es dans RMC Running, qui est le podcast des passionnés de la course à pied. Pas sur des conseils de technique pure, mais en conseils globaux, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à tous ceux qui nous écoutent, qui sont fans comme ça de sport, de course à pied, de trail, que ce soit n'importe quelle distance, n'importe quel format? Quels sont les 2-3 conseils principaux que tu pourrais leur donner, Kylian Jornet? Je dirais être patient et les choses, elles n'arrivent pas du jour au lendemain. On ne devient pas un athlète comme Johan sur route en faisant 1 mois ou 2 mois ou 8 mois d'entraînement très bon. On devient ça à force des années de travail. Et pour ça, je pense qu'il faut cette passion. Il faut la passion pour moi, c'est la montagne. Pour un autre, ça peut être le côté social du sport. Pour un autre, ça peut être le dépassement de soi. Mais je pense qu'il faut écouter ça et garder tout le temps que ça ne devienne pas une obligation, que ça ne devienne pas une chose qu'on doit faire, mais qu'on veut faire. Et pour ça, il faut être patient et pas être pressé à voir les résultats qui arrivent, mais juste dire ouais, j'ai envie de faire ça pendant 10 ans, ou pendant 20 ans, pendant 50 ans. Et pour ça, il faut juste garder cette passion. Et voilà, le meilleur conseil possible, Johan, la passion, c'est ça qui vous guide. Soyez patient et prenez du plaisir dans la préparation. C'est ce qui anime Kylian Jornet, se préparer pour d'immenses défis, des courses, des aventures. Kylian, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans RMC Running. Je rappelle donc ce livre, donc Kylian Jornet, Alpes au-delà des limites, ça vient de sortir. Et grâce à toi, Kylian, on en fait gagner d'ailleurs plusieurs exemplaires sur nos réseaux sociaux, donc notamment sur Instagram. Vous allez participer au tirage au sort. Kylian, encore une fois, merci. On a encore passé un très bon moment avec toi. Merci beaucoup. Hein. Merci à vous. Merci Kylian. À bientôt. Salut. Merci à toi, Maître Yodu. Et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez. Ça aide à respirer. Salut à tous. RMC Running.